La série de Walt Disney, donc Walt Disney Zorro, c'est d'abord l'histoire d'un copain d'enfance qui a traversé les télévisions du monde entier. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Et ce copain d'enfance, en fait, il revient, ou la série revient sur une série écrite d'abord. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Qui est un feuilleton produit par un auteur de pulp, de western, de récits criminels, d'histoires de super-héros, et qui a lancé en 1919 la figure de Zorro dans une série dont le premier épisode s'appelle La malédiction du Capistrano et qui est l'histoire de Don Diego qui revient en Californie en 1820, Californie espagnole, et qui va commencer une guérilla contre l'oppression que les militaires exercent sur le peuple de Californie, à la fois les paysans, les Indiens, les péons. Alors j'ai bien peur que vous ne trouviez les conditions de vie très changées quand vous arriverez à Los Angeles. La ville est triste, tout y est réglementé, l'armée seule, à force de loi en tout et sur tous. Le justicier Zorro revient d'Espagne, où il a fait des études, où il a appris l'épée, où il est éduqué comme un fils héritier de l'aristocratie californienne espagnole. Il est rappelé par son père, nous sommes en 1820, parce que les choses vont mal à Los Angeles. Les éleveurs seront bientôt ruinés par toutes les taxes. Ceux qui se refusent de les payer sont jetés en prison. Les Indiens sont enlevés à leur famille et deviennent des esclaves. Tout ça au profit d'un seul homme, le commandant Monastorio. La Californie est une colonie espagnole depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1821, avec la révolution mexicaine nationaliste et l'insurrection contre la couronne espagnole, bien évidemment, la Californie sort du giron espagnol et entre dans le giron mexicain. Et en 1845, avec les guerres entre le Mexique et les États-Unis, eh bien la Californie va retomber dans le giron nord-américain et devenir un État, avec un statut un peu compliqué d'abord, mais un État, je dirais, de la Confédération américaine. Donc la Californie de Zorro est une Californie espagnole, c'est une société d'Ancien Régime. Le problème, je dirais, la crise provient un peu de ça, hein, parce que c'est quand même 1820, c'est le 19e siècle en Europe, c'est le début du libéralisme, c'est le début de l'État-nation, c'est le début des révolutions nationalistes. Trois puissances y exercent, et on les voit très très bien dans Zorro. La puissance de l'Église, avec la mission, et d'ailleurs cette Église protège les pauvres. Combien de temps l'Église croit-elle pouvoir cacher un traître comme ce Torres? 40 jours, commandant. J'espère que vous avez votre lit. La puissance de l'armée, qui est représentée dans les épisodes de Zorro par la garnison de Los Angeles. Et puis la troisième puissance, c'est la terre, c'est le travail, c'est la propriété. Et cette terre, cette propriété, ce travail est divisé en deux, je dirais en deux structures sociales. Il y a les grands propriétaires, comme le père de Zorro, Don Alejandro, qui possèdent tout sur des grands domaines. Et ces grands domaines sont travaillés, la terre est travaillée évidemment, soit par les Indiens sur des tenures, ou soit par des péons qui travaillent pour les grands propriétaires. On a les fondements, hein, les trois fondements de la société féodale. Ceux qui prient à l'église, ceux qui se battent, la garnison, et ceux qui travaillent, avec les propriétaires et le prolétariat. Votre Excellence, nous ne voulons que la justice. Ainsi, la révolte s'est donné un chef. Ça n'a rien d'une révolte, Votre Excellence, mais il faut que quelqu'un parle pour le peuple. Donc Zorro arrive dans cette espèce à la fois de conservatoire de l'Ancien Régime, mais qui est en train de se libéraliser, qui entre en contradiction parce que les péons n'acceptent plus d'être exploités, les Indiens ne sont plus d'accord, enfin, il y a une crise sociale d'une certaine manière. Et que fait Zorro? En fait, on pourrait faire un très beau dessin. Zorro agit entre ces trois forces. Il protège l'Église, il combat la garnison, et il protège le statu quo de l'hacienda. Mais il protège le statu quo de l'hacienda au nom de l'équité. Donc d'une certaine manière, Zorro est un conservateur de la monarchie espagnole en Californie, mais qu'il veut être fidèle aux origines d'une monarchie mythique, c'est-à-dire un roi bienveillant,
un peuple protégé, une garnison propre et des propriétaires terriens paternalistes. Nous vivons dans un pays de rêve ici. Le soleil y luit chaque jour et l'air y est doux et léger. Tous nos arbres ont de beaux fruits et chacun peut les cueillir. Avec un endroit intéressant qui est l'endroit de la modernité. C'est l'endroit bourgeois, c'est l'endroit de socialisation, c'est l'endroit de l'arrivée des nouvelles et du départ des nouvelles, c'est la taverne. La taverne est un lieu intermédiaire assez extraordinaire, qui est presque à une équidistance des trois autres points. Et dans la taverne, en fait, se joue, d'une certaine manière, l'avenir de la Californie, une Californie beaucoup plus moderne, bourgeoise, avec des marchands qui arrivent, des nouvelles qui repartent, etc. Donc je crois que c'est le lieu intermédiaire de cette société féodale qui est en train de disparaître, qui ne va pas résister à la crise nationaliste mexicaine de 1841, et alors qu'il ne résistera absolument pas, évidemment, à la conquista démocratique, entre guillemets, et aussi économique et capitaliste en 1845. Donc Zorro est un personnage étrange, et pour ça c'est un bandit social, c'est un nostalgique de l'Ancien Régime. C'est un nostalgique d'une monarchie qui protège chaque individu. C'est un nostalgique d'un ordre qui est un ordre ancien, mais qui d'une certaine manière est en train d'éclater dans les processus de modernité sociale et politique du début de la deuxième moitié du XIXe siècle. Audio Jungle. Audio Jungle.